Professeur Rougeot, vous avez sorti un livre qui s'appelle Ah, laissez-nous respirer contre la censure des bien-pensants. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à respirer et qu'on étouffe? En effet, c'est cette sensation qui a donné naissance au livre, et d'abord au titre de ce livre. Les mélomanes auront reconnu là un air de Rossini, du Barbier de Séville de Rossini, où Figaro demande effectivement qu'on le laisse respirer. Et c'est bien dans cette situation que nous nous trouvons, parce que nous avons l'impression, plus que l'impression, de la sensation, je dirais, c'est presque physique. C'est pourquoi j'ai donné un titre physique, en somme, à ce petit ouvrage. On a l'impression d'étouffer. Pourquoi? Parce que il y a d'une part des thèmes qu'on n'a presque pas le droit d'aborder, ou de n'aborder que sous un certain angle, et il y a même des mots, ou bien qu'on n'a pas le droit d'employer, ou bien au contraire qui sont en quelque sorte obligatoires, et qui tiennent lieu de philosophie officielle, de doctrine officielle. Et par exemple, l'esprit français, qui avait été pendant très longtemps quelque chose qui montrait qu'on pouvait avoir un peu de recul vis-à-vis ou de l'actualité, ou une sorte d'humour. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile de plaisanter sur certains thèmes. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est tout à fait frappant, en effet. Et si j'osais, mais finalement j'ai quand même osé, je dirais que on tente à transformer les Français en une nation de pisse-froid, ce qui est totalement contraire à l'esprit français. Je vous en donnerai un ou deux exemples qui ont l'air anecdotiques, mais qui finalement sont très révélateurs. Il y a fort longtemps, le président Pompidou, au cours d'une conférence de presse, donc avec toute la solennité de l'Élysée, passe en revue, je ne sais trop pourquoi, les noms des divers partis qui sévissaient à l'époque. Et il en arrive au PDM, Parti de la démocratie moderne, qui était à l'époque le nom pris par le parti centriste. Et Pompidou a cette remarque, tel parti, tel parti, tel parti, et le PDM, Parti de la démocratie moderne, qui n'est moderne que pour une raison de sigle. Alors évidemment, dans PDM, si vous enlevez le M, on voit bien ce qui reste. Imagine-t-on maintenant de hautes personnalités, d'une part plaisanter de cette façon légère, en quelque sorte, et qui plus est, en ayant l'air de s'en prendre à l'homosexualité, ou en tout cas, sinon de s'en prendre à, du moins de se moquer quelque peu. Et je dis, c'était quand même le président Pompidou dans l'exercice de ses fonctions. Et lui se le permettait. Et autre sujet qu'on ne peut aborder qu'avec des pincettes, c'est l'islam, bien entendu. Alors si vous dites que l'islam est une religion de tolérance, de liberté, d'ouverture d'esprit, alors là vous avez parfaitement le droit. Mais si vous émettez quelques doutes à ce sujet, vous n'avez plus le droit du tout. Pensons à ce qui est arrivé à Brice-Hortefeux. Vous vous rappelez, au cours d'une réunion RPR, il dit, en voyant un militant, quand il y en a un comme ça va, c'est s'il y en a beaucoup que ça ne va plus, quelque chose comme ça. Alors, il se trouve que ce militant était un maghrébin, je crois, d'origine. Hortefeux s'est vu inculpé, a subi un procès dans lequel il a été condamné comme pour incitation à la discrimination ou quelque chose comme cela. Or, alors, lui a dit, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était un Auvergnat et que, en plaisantant comme ça, quand les Auvergnats sont en très grand nombre, eh bien, ils constituent une espèce de groupe de pression, etc. Mais même si, j'insiste plutôt là-dessus, même si l'interprétation à donner aux paroles de Brice-Hortefeux était celle du tribunal, c'est-à-dire qu'ils disent, quand il y a, somme toute, un petit nombre d'immigrés, ça va encore, mais s'il y a un grand nombre d'immigrés, ça pose beaucoup de problèmes. Après tout, c'est une position qu'on peut très normalement défendre. Ça n'a rien d'injurieux pour qui que ce soit, et on dirait même qu'il y a quelques années, c'était considéré comme une évidence
hein, que jusqu'à un certain pourcentage, les populations hétérogènes peuvent être absorbées, si l'on peut dire, hein, mais au-delà d'un certain seuil, ce n'est plus possible ou ça présente toutes sortes de difficultés. Eh bien, ça signifie que cette position de base ne peut même plus être adoptée. Si bien que, voyez-vous, quand nous sommes partis sur l'idée de l'assèchement de l'esprit français, c'est déjà assez triste comme cela, parce que, après tout, le sel est tout à fait nécessaire, je trouve, à l'agrément de la vie. Mais qui plus est, on voit que ça a des répercussions beaucoup plus importantes, hein, c'est-à-dire que ça en arrive à brider l'expression et par conséquent à brider la pensée. Et il y a dans ce domaine-là une conséquence qu'on ne pourra par définition jamais mesurer, c'est le silence que l'on s'impose à soi-même, c'est l'autocensure. Effectivement, dans votre livre, on a l'impression que cette chape de plomb des bien-pensants, il y a effectivement quelques associations qui sont les procureurs de cette bien-pensance. On pense par exemple à SOS Racisme et au procès qu'ils ont intenté à Éric Zemmour, mais vous allez un petit peu plus loin et vous dites que finalement, il y a des mécanismes que vous analysez dans votre livre et que cette bien-pensance, finalement, elle s'impose à tous par des phénomènes qui ont été très largement inculqués à notre société. Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous voyez cette culture de la bien-pensance, comment elle s'impose? Eh bien, cette bien-pensance donc vise à, comment dire, à imposer, hein, une sorte de doctrine politique et sociale en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. L'un des fondements de cette doctrine, c'est un égalitarisme total. On ne dit pas égalité entre quoi et quoi, mais il faut que tout soit égal. Et alors, puisque l'obligation morale absolue, c'est l'égalitarisme, le diable, c'est le contraire, hein, c'est-à-dire d'une part les inégalités, mais ce qui est beaucoup plus chic maintenant, hein, c'est de parler comment dit-on, de la discrimination. Hein, de la discrimination, sauf s'il y a des positives où on dit que c'est très bien. Alors, le cas de la discrimination est tout à fait intéressant aussi, parce que il touche un autre mécanisme de l'imposition de ce genre de pensée, c'est la manipulation des mots. En effet, si vous cherchez le mot discrimination dans le dictionnaire, eh bien, vous trouverez comme premier sens quelque chose comme faculté de discerner, en somme, c'est la même racine latine d'ailleurs, discrimination et discerner, hein, de discerner ce qu'on approuve, ce qu'on n'approuve pas, faire les distinctions nécessaires. Or maintenant, on a tellement la crainte, pour ainsi dire, religieuse de faire la moindre distinction entre les choses, que le mot de discrimination en lui-même, sans qu'on dise discrimination entre ceci et cela, est devenu le péché capital. Et alors, on en voit la manifestation dans cet organisme, qui vient de se faire d'ailleurs sacrément épinglé par la Cour des comptes. Cet organisme, c'est la HALD, Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Alors que il y a des discriminations tout à fait légitimes. Je sais pas, la discrimination entre un bon élève et un mauvais élève pour lui donner récompense ou sanction, ça me semble tout à fait légitime. Hein, la discrimination en elle-même ne devrait pas être une sorte de péché capital. Et donc, on a effectivement cette impression qu'il y a des mots qui ont changé de sens au fur et à mesure. On a aussi l'impression, et vous y revenez dans votre livre, que la société a essayé en tout cas, est devenue culpabilisée, que la peur aussi joue un grand rôle dans cette censure. On veut à la fois, je crois que les deux grands ressorts, c'est à la fois de nous faire vivre dans la crainte, et de nous culpabiliser. Et ça va très loin à mon avis. Ça va jusqu'à la mise en cause
je dirais, de l'essence de notre civilisation. Et qu'on s'en rende compte ou non, pour se sentir bien dans sa civilisation, il faut la juger favorablement de façon spontanée et profonde. Hein, il faut être une espèce de chevalier blanc au service de valeurs auxquelles on croit. Si on vous démolit systématiquement ce corpus de valeurs, de sentiments, de souvenirs, etc., eh bien, vous n'aurez plus du tout d'ardeur pour défendre la civilisation en question. Vous voyez ? Et alors maintenant, on nous fait peur pour n'importe quoi. Pour les épidémies, on a l'impression qu'il y a toutes sortes de virus tapis partout, prêts à nous bondir sur le poil et à faire des centaines de milliers de morts. Et quand on voit les articles de journaux, par exemple, qui étaient publiés soit au moment de la grippe aviaire, soit au moment de la grippe H1N1, nous étions vraiment au bord du cataclysme. Hein. Je me rappelle très bien que pour la grippe aviaire, on avait annoncé qu'il y aurait probablement quelque chose comme 200 000 morts. Il y en a eu peut-être un, on n'en est même pas tout à fait sûr. Donc la peur et la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, alors sur quoi porte cette mauvaise conscience ? Souvent l'angle d'attaque, c'est le racisme. Nous avons été un pays colonisateur, et c'est un fait. Or maintenant, c'est un vrai syllogisme, or maintenant, la colonisation est considérée comme le mal absolu, donc nous avons une espèce de péché originel, et puis c'est bien commode ce péché originel, parce que, comme il relève du passé, eh bien, on ne peut pas l'abolir. Hein, donc, éternellement, n'est-ce pas, nous sommes condamnés à traîner cette condamnation, et certains petits malins, évidemment, pensent que pour adoucir certaines plaies, le meilleur moyen serait que nous subventionnions les descendants des descendants des descendants de ceux qui avaient été prétendument nos victimes. Hein. Et aujourd'hui, donc, quand on fait ce constat-là d'étouffement, on a l'impression que cette chape de plomb est quasiment en train de descendre inexorablement sur la France. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir quand même ? Comment on peut réagir et ne pas subir face à cette censure des bien-pensants ? Oui, moi je crois effectivement qu'il y a de l'esprit. Je pense que les tenants de cet étouffement de l'esprit sont tout de même allés trop loin. Beaucoup de gens maintenant ressentent ce que je suis en train de dire. Il n'y en a pas encore beaucoup qui l'expriment, mais je crois beaucoup le ressentent et en sont de plus en plus conscients. Donc ce sera un phénomène qui à coup sûr se produira. Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme si vous faites... si vous mettez la vapeur trop fort à l'intérieur d'un récipient clos, eh bien il arrivera un moment où ça sautera. Et moi je crois que, alors je dis ça un peu au flair si vous voulez, mais je crois que nous avons, au point de vue en tout cas mental, touché le fond. Et que maintenant, de plus en plus, les gens commencent à se dire il y en a assez, il y en a marre, et on va envoyer promener tout ça. Donc finalement, c'est un espoir que les gens reprennent la parole. Je vous remercie. En tout cas, c'est effectivement ce qu'on lit dans votre livre. Et je rappelle le titre du livre, « Ah, laissez-nous respirer contre la censure des bien-pensants ». Merci.